Et nous allons commencer par un retour d'expérience, l'ADN d'Energy Meeting pour reprendre les propos de Philippe. Donc j'ai le plaisir d'accueillir sur scène Julien Parc, responsable de l'activité études prospectives chez Pouget Consultant. Bonjour monsieur. Et Vincent Perronneau, oui on peut les applaudir, merci. Et Vincent Perronneau, vous êtes directeur général de l'OPAC de l'Oise et référent pour la mission de l'URH Hauts-de-France. Voilà, vous avez 20 minutes messieurs, nous sommes tout oui. Merci, bonjour à toutes et à tous. Les 56 bailleurs sociaux des Hauts-de-France engagent annuellement 1,8 milliard d'euros de dépenses. Ce volume d'investissement considérable est pourtant insuffisant pour répondre aux défis de la loi bas carbone et de la loi climat. En même temps, notre modèle économique réglementé, l'insuffisance des financements et en particulier des aides de l'État pour nous accompagner dans la transition nous font poser la question de l'optimisation de nos investissements pour que chaque euro dépensé soit le plus efficace possible dans la réduction de notre empreinte carbone. La hausse constante des énergies a totalement bousculé cette approche, car l'urgence sociale est venue doubler l'urgence climatique. Notre réflexion ne pouvait s'imaginer à l'Union régionale HLM des Hauts-de-France sans celle de nos partenaires régionaux dans cette aventure, la Banque des Territoires et la DREAL qui cofinancent cette étude, mais surtout les énergéticiens et la Fédération française du bâtiment pour prendre en compte les contraintes de cet écosystème. Donc du coup, pour accompagner l'URH dans justement la définition d'un plan de transition environnementale à l'échelle des Hauts-de-France, on a formé un groupement avec le cabinet Greenflex et on a proposé une méthodologie du coup, pour les aider à à définir une stratégie de décarbonation, et puis surtout à essayer d'établir la feuille de route qui permettrait de mettre en place cette stratégie. Et donc on a proposé une méthodologie en 3 phases, avec une première phase d'un diagnostic globalement du parc régional, donc parc HLM régional, où on a du coup analysé le parc sous les angles techniques, architecturaux, énergétiques. On a notamment réévalué l'ensemble des DPE ou estimé quelles étaient les nouvelles étiquettes DPE sur le parc pour estimer un peu le chemin à faire et les logements et les caractéristiques des logements à rénover. On a également fait dans cette phase des entretiens avec l'ensemble des bailleurs des Hauts-de-France pour déterminer quels étaient leurs enjeux en termes leurs difficultés et leurs enjeux vis-à-vis de la stratégie de décarbonation. Une fois qu'on a fait cette phase de diagnostic, la deuxième étape a été finalement de scénariser et de proposer aux bailleurs, donc aux 56 bailleurs, différentes trajectoires de décarbonation sur lesquelles ils ont choisi de se positionner. Et notamment, on a essayé de les accompagner à concrétiser qu'est-ce que voulait dire d'atteindre les différents objectifs de la SNBC en termes de nombre de logements à réhabiliter, caractéristiques des logements à réhabiliter, les types de réhabilitation, changement d'énergie, les factures des locataires après rénovation, etc. Et enfin, en troisième étape, donc là, les bailleurs se sont réunis et se sont positionnés finalement sur une trajectoire partagée. C'est-à-dire que les 56 bailleurs ont convenu que collectivement, c'était sur cette trajectoire qu'ils souhaitaient s'engager. Et la dernière partie, ça a été du coup la co-construction d'une feuille de route. Il a fallu partager cette trajectoire avec les différentes parties prenantes, donc M. Perronneau vient de les citer, et également se définir une liste d'actions, de tâches qui peuvent permettre de contribuer à la mise en œuvre de cette stratégie. Donc, sans plus attendre un peu, je vais vous présenter les différentes phases. Et donc, je vais commencer par le diagnostic. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le parc d'HLM des Hauts-de-France, c'est un parc qui est relativement atypique par rapport au parc social national. Et atypique selon 3 caractéristiques. Le premier, c'est que c'est un parc qui est globalement avec beaucoup plus de maisons individuelles que le parc social national, avec 38% de maisons individuelles contre 15% au niveau national. C'est aussi un parc qui est globalement beaucoup plus gazier. Donc le parc globalement social, c'est un parc qui a 55% de logements qui sont chauffés au gaz, mais à l'échelle des Hauts-de-France, ça représente 73%. Donc une contrainte supplémentaire, entre guillemets, pour atteindre les objectifs de décarbonation. Et puis, c'est aussi un parc qui est plus ancien. 21% des logements ont été construits avant 1960 sur le parc social des Hauts-de-France, contre 16% au national. Donc ça, c'est 3 spécificités qui vont contraindre encore plus une stratégie de décarbonation, sachant que la dernière spécificité, pour vous donner une idée, donc les 21% de logements anciens,
ça correspond spécifiquement aux maisons individuelles, aux cités minières qui sont par ailleurs protégées, qui demandent une ingénierie pour aller rénover ces bâtiments qui est différente des grandes barres et des grandes tours. Je ne vais pas vous présenter l'ensemble des éléments qui ont été présentés dans le diagnostic, mais je vais vous présenter ce point-là quand même qui est essentiel, c'est la répartition des DPE. Donc on a essayé de réestimer les étiquettes DPE avec la nouvelle méthode. Et en fait, aujourd'hui, il y a encore 25% de logements qui seraient en étiquette E, F et G sur le territoire pour le parc social. 25%, ça représente 150 000 logements. Donc c'est déjà conséquent, parce qu'il va falloir les rénover pour respecter la loi climat et résilience. Mais par ailleurs, il y a aussi 230 000 logements qui sont en étiquette D. Et alors, il ne faut pas croire que les bailleurs ils s'arrêtent juste à vouloir respecter la loi climat et résilience. Il y a un enjeu très fort aussi à continuer à rénover des logements qui sont en étiquette D, voire en étiquette C, pour des raisons de gestion patrimoniale, de maintien des factures des locataires à des niveaux acceptables, etc. Donc, il y a un vrai enjeu de massification de la rénovation ici, avec un nombre de logements à traiter très important. Et en plus, ces logements, ils sont répartis de manière assez inégale sur le territoire. Donc à droite, vous avez la carte la répartition des EFG sur le territoire, et on voit qu'il y a certains EPCI qui présentent plus de 50% de leurs logements en étiquette EFG. Donc il va y avoir un enjeu en plus à territorialiser et contextualiser tout le travail de rénovation. 3 régions en France comptent beaucoup plus de logements en étiquette EFG, F et G en particulier, que la moyenne nationale. Il s'agit des Hauts-de-France, du Grand Est et de la région Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes. Et il ne vous aura pas échappé que dans ces 3 régions, les consommations de chauffage ils sont un peu plus importantes que sur la Côte d'Azur. L'OPAC de l'Oise emploie 2 personnes à temps plein pour vérifier les DPE que nous recevons, et on en a commandé énormément. Et 50% des étiquettes F et G sont fausses ou incomplètes. On ne peut piloter une stratégie d'investissement avec des données aussi peu fiables. À l'intérieur d'une même région, les situations patrimoniales, humaines et énergétiques sont très diverses. Dans l'Oise, par exemple, les consommations d'un immeuble de la Petite Sibérie, surnom donné à la plaine céréalière du nord de l'Oise, n'ont rien à voir avec celles d'un bâtiment équivalent au centre de Chantilly, protégé par la forêt. De plus, chaque territoire a un mix de potentiel énergétique différent, éolien, photovoltaïque, gaz vert, très présent en Hauts-de-France, et réseau de chaleur urbain. En tenant compte des consommations réelles, il faudrait idéalement territorialiser nos interventions et nos aides, et les aides qui vont avec un maillage le plus fin possible. Nos immeubles sont le meilleur rapport qualité-prix du marché immobilier, avec des consommations énergétiques 30% inférieures à ceux du privé. Pour autant, la hausse des énergies, malgré le bouclier tarifaire qui va bientôt disparaître, nous oblige à traiter en priorité l'urgence sociale. Ainsi, à côté de quelques bâtiments rénovés dans le cadre de l'ANRU, les pétitions de locataires se multiplient en ce moment pour demander une baisse de leur niveau de charge. Les travaux les plus efficaces en termes d'investissement au regard du gain en CO2 attendus sont l'optimisation des équipements existants, la VMC en particulier, les chaudières gaz, les ballons d'eau chaude, et l'isolation et l'isolation. Dans un second temps, il faudra évidemment décarboner les énergies de nos immeubles, mais encore faut-il que les réseaux et la production d'énergie suivent. Or, cette mutation des réseaux et de la production s'organise et se planifie sur le long terme. Nos locataires, en ce moment, n'attendront pas 10 ans pour voir arriver le réseau de chaleur urbain de Beauvais, ou les réseaux électriques suffisamment dimensionnés dans l'Oise pour sortir complètement du gaz. La nature de la production d'énergie décarbonée sera différente selon chaque territoire. Il faudra là encore optimiser les investissements sans opposer le biogaz à la géothermie et au photovoltaïque, mais analyser localement avec les énergéticiens et les élus le territoire et le potentiel le plus prometteur. Donc, vous l'aurez compris, du coup, suite à cette phase de diagnostic, il y avait un enjeu de territorialisation qui est très fort, ce qu'on a proposé, c'est de justement scénariser qu'est-ce que ça veut dire d'atteindre la neutralité carbone, ou en tout cas de contribuer à la neutralité carbone pour le pacte social des Hauts-de-France. Et pour ça, on a proposé de fixer 4 cibles. Et donc, on a élaboré différents scénarios qui permettent de respecter ces cibles. La première, c'est évidemment le respect réglementaire de l'éradication des passoires, donc avec les jalons de la loi climat et résilience.
Ça, c'est une première cible. La deuxième cible, c'est de se dire que d'ici 2050, l'ensemble du parc est considéré comme rénové et avec des étiquettes performantes. C'est un enjeu finalement de respect réglementaire d'un parc BBC à 2050, avec des logements qui seront très performants, d'autres qui seront un peu moins, mais qui resteront proches du niveau BBC. Et puis le troisième point, parce que, on l'a dit, les étiquettes DPE, c'est un premier volet, mais il faut aussi regarder la consommation réelle. Donc il faut aussi atteindre une réduction des consommations effectives dans les bâtiments. Et donc c'est reprendre l'objectif de la SNBC qui est fixé pour le parc résidentiel de moins 40% des consommations énergétiques d'ici 2050. Et enfin, le quatrième, c'est l'objectif de décarbonation de ce mix énergétique. Et pour ça, ce qu'on considère, c'est qu'il faut s'approcher le plus possible du mix énergétique cible de la SNBC en 2050, donc avec une certaine répartition entre l'électricité, le réseau de chaleur, le gaz, la biomasse, etc. Et c'est finalement, si on respecte ces 4 cibles, qu'on peut atteindre la SNBC, ou en tout cas qu'on peut contribuer à la SNBC à l'échelle du parc social. Alors, je vais essayer de vous présenter le scénario qui a été retenu. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais ce que je vais essayer de vous présenter, c'est les principaux points clés du scénario. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, je vous présente le scénario en termes d'investissement et non de réhabilitation. Avec les courbes bleues, ça c'est le scénario qu'on a modélisé et sur lesquels les organismes HLM se sont accordés. Et la courbe rouge et les histogrammes gris au début, c'est le rythme actuel. Et en fait, on se rend compte déjà qu'il y a un décalage énorme entre ce qui est fait aujourd'hui, alors que les bailleurs sociaux sont quand même des acteurs majeurs de la rénovation, et ce qu'il faudrait faire pour atteindre les objectifs cibles à 2050. En fait, si on poursuit les objectifs actuellement pour le parc social des Hauts-de-France, on atteint les critères de la SNBC seulement en 2080. Pour atteindre les critères de la SNBC, ce qu'il faut faire, c'est globalement rénover massivement et intervenir massivement sur le parc. Alors, on a séparé finalement en 2 périodes principales l'intervention sur le parc. La première période, d'ici 2033, c'est globalement, il va falloir systématiquement traiter les EFG. Ça, c'est 150 000 logements. Mais on ne se contente pas de traiter les EFG. On va également continuer à rénover d'autres logements, d'autres bâtiments. Et ça amène à 200 000 logements qui sont rénovés d'ici 2050, avec parfois des rénovations qui ne vont pas nécessairement jusqu'à l'étiquette C ou l'étiquette B, parce qu'on n'a pas forcément la potentiel de décarbonation qui est directement accessible sur le site. Ça correspond à 7,5 milliards d'investissements d'ici 2033. Et puis, deuxième période, là, on va rénover massivement les D et les C, et on va faire beaucoup de changements d'énergie, parce qu'on estime que du coup, il y aura peut-être plus de maturité sur les réseaux, etc. Ça nous amène à 290 000 interventions sur l'enveloppe, 290 000 interventions sur les logements, dont 110 000 changements d'énergie, donc des bâtiments qui sont déjà rénovés sur l'enveloppe, mais on change leur vecteur énergétique. Ça représente 11,7 milliards d'investissements. Au total, c'est 19,2 milliards d'investissements, soit un surcoût de 9,2 par rapport à ce qui est mis en œuvre aujourd'hui. Donc, ce qui veut dire x2 sur la performance énergétique. Et là, je vous parle juste de l'investissement sur les enjeux énergétiques, parce que les organismes HLM investissent énormément sur d'autres enjeux de mise en sécurité, d'adaptabilité des logements, etc., qui ne sont pas comptabilisés dans ce montant d'investissement. Rapidement, parce que ce que je vous ai présenté, ce n'est pas juste une augmentation du volume de rénovation, c'est aussi une augmentation de la qualité des rénovations. Aujourd'hui, les bailleurs ils rénovent 13 000 logements environ par an, et c'est 4 500 rénovés BBC ou équivalent. Ce qu'il faudrait faire pour respecter les objectifs de la SNBC, c'est 18 000 logements rénovés par an, dont 11 000 rénovés à des niveaux BBC ou équivalents. Donc, c'est-à-dire qu'il y a, au-delà de l'augmentation du volume, il y a aussi une augmentation de la qualité des rénovations. Il faut aller isoler les bâtiments et les isoler de manière performante et pas juste faire du monogeste de travaux. Enfin, dernier point, nécessairement, il va falloir changer le mix énergétique. On l'a vu, un mix qui est majoritairement gazier aujourd'hui. Donc même si finalement on ne va pas pouvoir sortir du gaz tous les logements, il y a une nécessaire massification des changements d'énergie à prévoir, notamment sur la deuxième période. On a estimé que sur les Hauts-de-France, il fallait raccorder 136 000 logements à des réseaux de chaleur, dont 42 000 logements qui sont existants, hein, qui sont déjà là, et potentiellement 220 000 logements aussi à transiter vers une solution thermodynamique, qu'elle soit 100% électrique ou hybride. Alors les 9 milliards de plus, nous ne les avons pas.
Par exemple, avec un budget de 100 000 €, vaut-il mieux traiter un logement très énergivore et lui faire gagner 400 kW d'énergie annuelle au mètre carré, ou traiter 3 logements très énergivores aussi, pour leur faire gagner seulement 250 kW au mètre carré, mais pour le même prix? La loi de Pareto et l'acceptation sociale de cette transition, ainsi que les gains en émissions carbone, donnent la réponse. Il faut massifier les rénovations de logements les plus énergivores en consommation réelle, là où les ressources de nos locataires sont les plus faibles, quitte à ne pas être trop exemplaire ou trop ambitieux dans un premier temps pour pouvoir traiter le plus grand nombre. À Beauvais, dans un bâtiment rénové il y a 5 ans, des PEC, 40 locataires sur 120 ont eu une hausse de charge de 80%. Pourquoi? D'abord parce que le diagnostiqueur DPE et nous-mêmes, on était passés à côté du problème de la pose en rénovation des fenêtres PVC double vitrage il y a 15 ans. Le châssis bois est pourri. Alors c'est étiquette C et pour autant 1 800 € de charge de chauffage annuelle. Donc ça veut bien dire que l'étiquette ne veut rien dire. Certains châssis sont totalement pourris et il faudra, nous, que nous intervenions massivement sur toutes ces réhabilitations qui ont été faites en pose en rénovation sur notre patrimoine il y a une vingtaine d'années. De plus, en individualisant les frais de chauffage et les phénomènes de pauvreté qui sont apparus au moment des hausses des énergies, on conduit certains de nos locataires à ne plus se chauffer. Donc j'ai 30 locataires qui ne se chauffent plus sur ce bâtiment, aggravant par là même les factures de leurs voisins qui continuent à vouloir se chauffer à 20 degrés. Enfin, la gérontocroissance, près de 30% de nos locataires ont plus de 60 ans, pose aussi ses propres défis. Ils occupent fréquemment de grands appartements et ils se chauffent toute la journée. Nos réponses à leur consommation doivent être spécifiques. Donc vous aurez compris, dans toute la logique qui a été proposée et sur laquelle se sont accordés les organismes HLM, il y avait un enjeu de maintenir les charges des locataires à un niveau acceptable sur l'ensemble du parc. Et alors ça, c'est en fait, on a montré que globalement, en plus, c'est-à-dire que l'ensemble des rénovations et la massification des rénovations est de toute façon nécessaire pour contenir l'augmentation des charges de l'énergie. Donc là, je vous présente juste deux graphiques. À gauche, un scénario tendanciel où on continue au rythme actuel à rénover et on a une augmentation des coûts de l'énergie à 3% à euro constant. Et à droite, ça c'est le scénario retenu où on fait toute la massification de la rénovation, on fait les changements d'énergie, etc. Et en fait, on se rend compte que juste la massification de la rénovation, elle ne sert qu'à contenir l'augmentation des charges, des coûts de l'énergie, et elle est absolument finalement nécessaire pour conserver un niveau de vie correct pour les locataires. Pour répondre à tous ces défis, les bailleurs sociaux devront impérativement demain devenir producteurs d'énergie. Car c'est le meilleur moyen de désensibiliser le coût de l'énergie de nos locataires des fluctuations internationales du marché. Mon organisme, le PAC de l'Oise, installe 3000 m² de panneaux photovoltaïques sur son parking, ce qui permettra d'alimenter des immeubles à moins de 2 km, 82 points de raccordement électrique. L'électricité ainsi produite en autoconsommation collective servira pour alimenter les parties communes de ces bâtiments et sera facturée moins cher que le prix du marché pour alléger les charges de nos locataires. Investissement gagnant-gagnant. Donc, on vous a présenté rapidement cette scénarisation. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne s'est pas évidemment arrêté à juste une scénarisation. On a essayé de trouver des moyens pour optimiser et espérer pouvoir la mettre en œuvre. On a dit 10 milliards d'euros, il y a clairement un enjeu économique qui remet un peu d'ailleurs, qui remet au centre du jeu le modèle économique des bailleurs sociaux. Mais au-delà de ça, il y a un enjeu à essayer d'optimiser, faire mieux avec moins, etc. Et pour ça, on a proposé une feuille de route qui se développe autour de 3 axes. La mutualisation, le premier axe. On a fourni aux organismes HLM des Hauts-de-France un outil qui leur permet d'évaluer quelle est leur capacité à mutualiser les travaux, à regrouper des bâtiments qui ont des caractéristiques suffisamment similaires pour lancer des appels d'offres plus groupés. Donc, et il y a un enjeu du coup aussi à faire en sorte que ça puisse contractuellement se mettre en œuvre. Un deuxième axe de la feuille de route autour de la mise en réseau
et notamment du rôle de l'Union régionale de l'habitat, donc cet organisme fédérateur de l'ensemble des organismes HLM des Hauts-de-France, qui peut jouer un rôle d'intermédiaire entre les gestionnaires de réseau, les bailleurs sociaux, les collectivités territoriales, les entreprises, pour que toute cette feuille de route se mette bien en musique. Et puis la territorialisation, la contextualisation, on l'a vu, ça ne sera pas partout pareil. On n'a pas forcément une capacité à intervenir tout de suite de la même manière sur tous les territoires. Et notamment, il y a un enjeu aussi de quelles sont la capacité des réseaux à accueillir finalement un changement d'énergie dès aujourd'hui ou dans demain, dans 5 ans, dans 10 ans, etc. Donc là, il y a aussi un enjeu à territorialiser et à montrer qu'est-ce que ça veut dire en termes d'augmentation du nombre de la puissance électrique à raccorder par commune pour qu'il y ait un dialogue qui puisse se faire avec Enedis, à convaincre des communes ou en tout cas échanger avec des communes pour qu'elles puissent commencer à réfléchir à la mise en place de réseaux de chaleur, etc. Donc un troisième axe autour de la territorialisation de cette stratégie. En conclusion, on a vu, il y a un enjeu du coup très fort à mutualiser, etc. Nous, ce qu'on a appris de cette étude, c'est que globalement, ça n'a pas révolutionné le nombre de volumes, etc. On le sait, il faut massifier, il faut changer d'énergie, etc. Ce que ça a permis, c'est quand même de mettre des chiffres sur des trajectoires, c'est-à-dire combien ça coûterait et qu'est-ce que ça veut dire de respecter finalement la SNBC, ou en tout cas d'y contribuer, et surtout de mettre en mouvement des organismes HLM sur une région, l'échelle régionale étant à mon avis une bonne échelle pour lancer cette dynamique justement de mutualisation, de mise en réseau et de territorialisation. En conclusion, les bailleurs sociaux entretiennent et optimisent leur parc depuis des décennies déjà. Nous sommes génétiquement construits pour travailler sur le temps long. Encore faut-il qu'on nous le permette. Il nous faut avant tout un environnement réglementaire pragmatique basé sur les consommations réelles, j'insiste là-dessus, pour répondre aux besoins immédiats de nos locataires et à la crise sociale qui en découle. Puisque nous n'avons pas collectivement les moyens financiers des ambitions de la loi climat et de la trajectoire bas carbone, il nous faut nous laisser optimiser nos financements, car personne mieux que nous ne connaît nos immeubles et nos locataires. Cette trajectoire territorialisée, si elle est accompagnée par les pouvoirs publics, sera plus efficace en baisse de consommation de carbone, permettra de planifier avec tous les acteurs du territoire la deuxième étape, la décarbonation des énergies. Je vous remercie.